Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis directement de Montréal, Mathieu Martel. Je remercie Jean de m'avoir permis, il y a de nombreuses années, hein, juste fermer votre micro, s'il vous plaît, tout le monde, merci beaucoup. Donc, de nombreuses années, soit en 2005, à faire mon baptême comme conférencier. Donc, et voilà, et comme auteur aussi en 2005. Et j'enseigne la philosophie au collégial, donc c'est un petit peu pour les étudiants de 18, 19, 20 ans. Et c'est un peu différent du lycée français, mais on initie les jeunes à la philosophie à travers 3 cours de philosophie, philosophie et rationalité, conception de l'être humain, éthique et politique, et aussi des cours complémentaires. J'enseigne aussi le cours de cinéma. Donc, bienvenue tout le monde à cette rencontre qui s'intitule L'amour comme rencontre déterminante. Et je vais vous poser une première question. Je vais vous laisser mûrir ma première question, qui est la suivante. Intérieurement, demandons-nous à quoi résonne le terme rencontre. Donc, on se laisse juste de l'espace intérieurement pour vibrer avec le terme rencontre. Qu'est-ce qu'une rencontre? Donc, il y a plusieurs types de rencontres, mais la vision que je vais vous présenter aujourd'hui présuppose que nous sommes des êtres en relation avec des humains, notre environnement, nos pensées, nos ressentis, et que nous ne pouvons pas échapper à la relation, même si quelquefois nous nous sentons isolés, nous nous sentons loin d'autrui, nous nous sentons quelquefois peu en connexion avec ce qui est. Il est toujours possible de revenir à un sentiment d'unité avec toute chose. Et cela peut se faire de la manière suivante, simplement en fermant les yeux et en prenant quelques respirations profondes. Donc, on est capable à tout moment de revenir à cet état de connexion qui pourrait, et on pourrait prendre l'expression suivante, hein, nous ne sommes séparés de personne, nous sommes unis à toute chose, et cela de manière infinie. Alors, l'amour comme rencontre déterminante, Jean me dit, mettons un point d'interrogation à cette question. Au lieu que ça soit une affirmation complète, l'amour est rencontre déterminante, on pourrait se poser la question, est-ce que l'amour est une rencontre déterminante dans nos vies? Il y a plusieurs types de rencontres, des rencontres qui vont devenir amicales, des rencontres entre collègues, la rencontre avec les gens que nous croisons lorsque nous marchons dans la rue. Et aussi, quelquefois, nous rencontrons des difficultés. Nous faisons face à certains conflits aussi qui sont des formes de rencontres qui viennent perturber notre état intérieur, qui viennent nous montrer, nous aviser que même s'il y a conflit, même s'il y a difficulté, même s'il y a, je faisais une petite conférence hier, et on se demandait aussi, même si nous sommes dans l'expérience de la confusion, il y a quand même rencontre. Et c'est là qu'on se rencontre, pour ne pas faire de jeu de mots, que nous ressentons certaines émotions, de la chaleur intérieurement, et même cela peut nous irriter, etc. Mais cela montre que nous sommes en vie. Alors, avant de tenter de poursuivre notre réflexion sur l'amour comme rencontre, allons voir ce qu'avaient à dire certains philosophes au sujet de l'amour. Hein? Et je vais y aller de quelques citations faites de façon spontanée. Et on pourra se demander après quel type de rencontre est-ce en rapport avec la conception de l'amour. Alors, on a
Chez Platon, plusieurs affirmations au sujet de l'amour qui sont variées. Platon va dire dans certains dialogues, on sait que chez Platon, il y a 36 dialogues qui nous ont été légués de sa part, même si les manuscrits datent quand même de l'an 1000 après Jésus-Christ. Chez Platon, à l'intérieur de ces 36 dialogues considérés comme étant authentiques, même s'il y a des débats concernant certains dialogues, comme l'Alcibiade, Platon a déjà déclaré « L'amour rend aveugle ». Donc, une première citation, je vais vous en présenter 3, si ma mémoire m'accompagne comme il faut. Donc, l'amour rend aveugle. Mais aveugle à quoi? C'est peut-être la question qu'on pourrait se poser. Donc, il nous dit que l'amour a comme conséquence d'aveugler l'aimé ou l'amoureux, l'amoureuse, hein, la personne s'intéresse à un certain individu ou même, quelquefois, à certains objets. Parce que nous pouvons être aveuglés dans une certaine pratique, hein, la pratique d'un art, d'une passion, jusqu'à ne plus manger, jusqu'à oublier de dormir. Hein? Lorsque nous sommes épris de quelqu'un ou de quelque chose, lorsque nous vouons un intérêt profond, il se peut que nous en soyons aveuglés, d'une part, parce que nous ne pensons qu'à cette personne-là. Et d'autre part aussi, ce qu'on peut se rendre compte dans l'aveuglement, c'est que nous oublions ou nous nous éloignons du fait d'être à l'écoute et attentif à qui est l'autre, qui est autrui. Parce que souvent, nous construisons des histoires, nous idéalisons l'autre également. Donc, voilà pourquoi peut-être, voici mon interprétation, Platon nous dit que l'amour rend aveugle. Il ne nous dit pas ce qu'est l'amour, il nous dit plutôt quelles conséquences peuvent engendrer l'amour. D'autre part, Platon va déclarer, dans un autre dialogue, que l'amour est un appétit de beauté. Donc, tout commence par... Et là, quand on parle d'appétit, hein, on parle ça réfère à la notion d'avoir faim, à la notion aussi de choisir ce qui correspond à nos goûts aussi. Donc, l'amour est un appétit de beauté. Être amoureux, c'est désirer l'autre, c'est avoir faim de sa présence, c'est vouloir être en sa compagnie, et ça pousse même, ça sous-tend un peu le désir de goûter l'autre. Donc, voilà la deuxième citation que j'emprunte à Platon. La troisième citation que va reprendre le poète Hölderlin, c'est que l'amour donne des ailes. Hein? Et Hölderlin va compléter un peu, je crois, la citation de Platon. Hölderlin, poète allemand très, très important dans la tradition allemande. Il va dire « L'amour donne des ailes aux grandes actions ». Donc, l'amour incite à nous mettre en mouvement, à agir. Et donne des ailes, ça veut dire que l'amour nous élève en quelque sorte, nous fait quitter le sol, nous pousse à nous envoler au niveau de l'âme ou de l'esprit. Mais ce qui est intéressant chez Platon, lorsqu'il dit que l'amour donne des ailes, c'est que l'amour étant lié à Eros chez Platon, étant lié au désir, pousse les humains à désirer à la fois se dépasser, désirer connaître, désirer comprendre. Donc, on quitte le seuil du simple désir d'objet, et cela peut nous amener à un certain niveau, parce qu'on se rappellera que la vision de Platon, bien sûr, s'inscrit dans le désir. Et là, il y a des critiques qui ont été faites à l'égard de Platon en disant que oui, mais c'est un désir qui manque
de quelque chose et qui est assoiffé de son objet. J'en reparlerai peut-être un petit peu tantôt dans des comparatifs. Mais si tout commence avec le désir chez Platon, ce désir-là veut s'élever. S'élever jusqu'à la connaissance. Donc, ce n'est pas un désir qui veut simplement fusionner avec l'objet, qui veut simplement s'accaparer l'objet pour le posséder, comme dans le désir comme amour-passion. Amour qui est satisfait lorsque seulement l'autre est présent avec nous. Mais le désir veut tendre vers une compréhension supérieure, vers une forme de connaissance. Alors, c'est sûr que l'amour peut prendre, ça dépend dans quelle perspective nous attendons l'amour, hein? Donc, dans une perspective platonicienne, l'amour est d'abord un désir qui veut être dépassé pour aller vers la connaissance. Il y a ça chez Platon. Il y a cette idée-là de s'élever, de monter en amour, en quelque sorte, pour reprendre les termes de Raoul Duguay dans une chanson. Hein? Au lieu de tomber amoureux, est-ce qu'il serait possible de s'élever amoureusement? Et certains, bien sûr, suite à des déceptions, suite à des difficultés amoureuses, diront oui, c'est bien beau tomber en amour, c'est bien beau le coup de foudre, c'est beau d'être épris, c'est beau de cultiver ce désir de tomber en amour, mais il n'est pas sans problème. Et moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais amener, c'est de se demander, est-ce que nous pouvons élargir, et là, j'ouvre mes mains comme ça, pouvons-nous élargir notre conception de l'amour? Parce que souvent, comment nous concevons l'amour, et on va découvrir qu'il y a plusieurs types d'amour, par définition. Hein? Si on élargit notre conception de l'amour, il se peut que nous soyons davantage heureux. Je ferai des références dans quelques instants à André Comte-Sponville et sa définition de l'amour. Mais souvent, je définis, je place mes doigts, mes mains comme ça. Ici, souvent, nous localisons notre conception de l'amour. Nous disons, cela devrait se passer de telle manière, où la relation amoureuse devrait rencontrer certains critères pour être dite amoureuse ou pour correspondre à notre vision du monde. Donc, on vient de se rendre compte qu'on est toujours prisonnier d'une certaine conception du monde. Et là, tantôt, il y a quelques instants, je parlais de l'amour-passion. Écoutez, j'ai connu et je connais des gens qui ne jurent que par l'amour-passion, c'est-à-dire un amour qui repose sur la présence continue de l'être aimé avec eux dans la plupart des circonstances de la vie. C'est un amour, nous dit André Comte-Sponville, qui est basé sur le manque. Et souvent, on pourrait s'amouracher ou s'enticher de quelqu'un simplement parce que nous avons besoin de combler certains désirs. Donc ici, Sponville va nous dire, nous sommes pris dans une conception du désir qui remonte à Platon, qui a été soutenue ensuite par Épicure, par Jean-Paul Sartre, mais avant cela, Schopenhauer, et qui aboutit le plus souvent vers un certain malheur. Parce que lorsqu'on endosse une conception du désir comme manque, cela veut dire qu'à la base, nous sommes souffrants parce qu'il nous manque quelque chose pour nous compléter. Il nous manque quelque chose ou quelqu'un pour nous satisfaire. Le désir dans cette vision du monde-là sera défini de la façon suivante. Le désir, c'est rechercher ce que nous n'avons pas. C'est rechercher
ce que nous ne sommes pas ici maintenant. Ça s'inscrit aussi dans une quête de perfectionnement de soi, aussi dans une quête d'amélioration constante de soi. Et j'ai des gens qui me partagent leur vision d'amour en me disant je me sens plus accompli lorsque l'autre est avec moi. J'ai besoin, et on n'emploie ces termes-là, j'ai besoin de la présence d'autrui. Et ça, c'est une certaine vision qui s'appelle l'amour comme manque. L'amour la présence de l'autre qui va nous compléter. Et cela, Sponville critique cette vision-là pour en proposer une nouvelle, basée non pas sur la notion d'éros, du désir, parce qu'il nous dit, Sponville, que Eros finit toujours dans le malheur, n'assure jamais le bonheur, et Eros, finalement, peut finir aussi avec les conséquences de l'amour-passion dans le déchirement, et peut ouvrir sur toute forme, sur la forme de la jalousie, les conflits, etc., parce que nous avons besoin de la présence de l'autre qui nous compléterait. Ça a donné dans un des dialogues de Platon, qui s'intitule Le banquet. Donc, dans le banquet de Platon, ça vous tente de faire une lecture sur 6 discours sur l'amour, c'est quand même intéressant. Il y a un discours, celui, si je ne m'abuse, d'Aristophane, qui propose cet antique mythe-là de l'amour comme complément. Et ça a donné naissance à l'amour, à la vision de l'âme sœur, bien sûr. Nous recherchons celui ou celle qui viendrait faire en sorte que nous pourrions nous compléter et nous sentir un. Toute cette vision-là de l'amour comme manque va donner naissance à ce type de mythe. C'est fascinant de lire Platon dans le banquet parce qu'il nous présente des visions différentes de l'amour et il veut que nous réfléchissions à savoir lequel pourrait nous correspondre et lequel aussi pourrait nous remettre en question. Je vais y aller avec le deuxième point. Vous voyez tout de suite que mon approche aujourd'hui est une approche intuitive, inspirée, et le but, c'est de se poser des questions. Mon approche est faite dans une perspective de rappel à soi, à travers une forme de questionnement, à travers la présentation de certaines visions. Donc, je reviens, élargissons notre vision de l'amour, passons à une deuxième conception qui est à même la conception de cet amour-là comme philia. Hein? P-H-I-L-I-A. L'amour comme philia, qui sera emprunté, qui se représente chez Aristote, qui se représente aussi dans la définition même de la philosophie au sens occidental, qui est née avec les 7 sages, Socrate et les post-socratiques par la suite. Et cette philia-là est dans la définition de philosophie. Hein? Philosophia, c'est l'amour de la sagesse et du savoir. Mais le terme philia n'est pas à prendre comme dans le premier sens que nous avons évoqué il y a quelques instants. Qui dit philia dit plutôt ami. Donc, c'est traduit en français par ami de. On pourrait aussi faire référence au verbe apprécier ou même recherche de. Mais une recherche où on va trouver sur notre chemin du plaisir, de la réjouissance. Hein? Car entre amis, quoi de mieux que de partager, de célébrer ensemble. Donc, c'est ça qui est intéressant dans cette vision-là. Elle n'est pas teintée du poids de l'éros, en quelque sorte. C'est comme un éros qui est raffiné et on va au niveau de partageons ensemble, réjouissons-nous. Hein? Et ça revient à un exemple, lorsque nous sommes entre amis, nous discutons,
nous échangeons. Quelquefois, nous prenons part à une activité qui est commune, basée sur des intérêts communs. Entre amis, il n'y a pas nécessairement de compétition, de désir de contrôler. On fait le tout dans la gratuité. Comme disaient les Grecs, ça devrait être ainsi par définition, peut-être. Entre amis, tout est commun. Et on se réjouit du sort, du succès de notre ami, et on tente aussi d'être empathique à ses difficultés. Donc, qui dit amitié dit écoute. Et on a ça lorsqu'on commence à lire les grands philosophes, que ce soit de la tradition orientale, à travers le taoïsme, à travers l'Advaita Vedanta, le shivaïsme du Cachemire. On n'a pas le choix d'être à l'écoute, d'être attentif à ce qui est dit pour comprendre ce que veut nous dire notre hôte, notre ami, notre interlocuteur. Et c'est peut-être ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Nous sommes souvent empressés de nous exprimer. Nous avons besoin, justement, cela peut-être dénote un manque, un désir profond d'être entendu, d'être écouté. Mais la vraie richesse, disent certains philosophes, c'est d'abord apprendre à observer, à écouter. Et pour cela, il nous faut de l'espace. Créer de l'espace dans notre vie, car la personne qui a du temps pour se consacrer à elle-même, s'occuper, comme disait Spinoza, s'occuper de son fameux conatus, c'est-à-dire de s'occuper des désirs essentiels, d'abord, prendre soin de soi. Après, advient progressivement ce que Schopenhauer appellera se cultiver, mais aussi contempler la nature. Donc, une fois nos désirs fondamentaux satisfaits, et Épicure va mettre l'amitié là-dedans, l'espace pour philosopher aussi. Là, on est davantage capable, une fois qu'on s'occupe des désirs fondamentaux, après, on est capable d'avoir peut-être de l'écoute envers autrui et de trouver fascinant le fait de s'émerveiller face à ce que nous partage autrui ou simplement d'observer autrui. Justement, mon collègue, qui a pris sa retraite, je crois, en 2018-19, mon collègue de bureau, philosophe, Sylvain, avait une vie rocambolesque. Il s'occupait d'un enfant qui n'était pas son enfant biologique, donc il a élevé, éduqué un enfant. Il partait en quête spirituelle au Brésil, en Inde, il enseignait la philosophie, pratiquait le sport. Et il me fascinait par sa passion. Il était totalement différent de ce que je suis, mais nous n'étions pas séparés. Et c'est en m'étonnant de sa vie que justement, on ouvre notre champ de conscience. Et là, je reviens à notre sujet. Élargir son champ de conscience en amour, c'est bon, premièrement, voir qu'il y a plusieurs définitions de l'amour. C'est aussi se rendre compte que notre conception de l'amour va teinter nos attentes. Mais créer de l'espace dans sa vie pour pouvoir s'étonner, qui est un des fondements de la philosophie, l'étonnement, nous dira Platon, Aristote et même Karl Jaspers. S'étonner, c'est s'ouvrir, c'est davantage apprendre, je crois, à aimer. Et cela va nous amener à un troisième concept présent dans les évangiles, qui est l'agapé, c'est-à-dire l'amour désintéressé. Mais certes, on est toujours peut-être mu, diront certains, par une forme d'égotisme, un désir de curiosité, un désir de compréhension. Certes, posons-nous la question, c'est un grand débat, est-ce que c'est possible d'aimer de manière désintéressée?
Lorsque je dis que je m'étonne du comportement de mon collègue, certes, ça participe à mon désir de m'ouvrir, d'ouvrir mon esprit, d'élargir ma vision du monde. Et on sait que même quelquefois, si ça ne nous intéresse pas dans la vie, d'ouvrir notre esprit à travers Jaspers nous dira, à travers les expériences limites, nous en sommes contraints et forcés. Par exemple, je nommerai quelques expériences limites. Vivre un deuil, la perte d'un être cher, vivre la distanciation au niveau de l'amitié. Un ami prend ses distances avec nous ou s'en va s'établir dans un autre pays. On peut penser aussi à des douleurs physiques, chroniques ou des douleurs qui surgissent de façon spontanée. On peut penser aussi à une forme de confusion concernant notre vocation, concernant notre rapport au monde professionnel, etc. Donc, nous ne sommes pas, comment dire, séparés de tous ces grands questionnements-là qu'on appelle se poser des questions fondamentales. Et l'amour n'en est pas épargné non plus. Parce qu'il nous arrive à quelques moments donnés de faire des mises au point concernant les amitiés, concernant nos relations, et même concernant d'autres sujets plus importants comme la mort, etc., la foi. Voilà. Je reviens à mon point concernant l'agapé. Alors, lorsqu'on est attentif, à l'écoute ouverte, disponible à l'expérimentation au niveau de l'être, du réel, on est comme amené dans un certain mouvement qui nous pousse à élargir justement notre conception de l'amour. On se rend compte justement en ayant passé à travers 3 concepts. J'ai pas assez développé le 3e, je vais m'en occuper. On est forcé à élargir notre vision de la vie. Certains nous diront, l'amour entre frères et sœurs est un type d'amour. Il y a l'amour entre collègues, l'amour-passion, l'amour à l'égard des aînés, de nos parents, à l'égard de nos parents. Et il y a même des amours, justement, qui transcendent ça. Et ça touche la notion d'agapé, l'amour pour la nature, l'amour pour le divin, l'amour pour aussi l'amour mystique. On pense à Sainte Thérèse d'Avila, qu'on pense à Saint Jean de la Croix, à Plotin, qui est un mystique néo-platonicien, l'amour de la compréhension chez Spinoza, qui est le 3e type d'amour, qu'il va appeler l'amour intellectuel de Dieu. Voilà, qui passe par une compréhension de la nature dans son ensemble. Là, on quitte la sphère de l'amitié, on quitte la sphère de l'amour-passion et on élargit notre regard. Donc, on se rend compte qu'il y a plusieurs types d'amour. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour comme rencontre déterminante. Qui dit amour dit rencontrer. Mais posons-nous la question, que cherchons-nous? Que voulons-nous rencontrer? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Profondément. Certains diront, je n'ai pas vécu le grand amour entre 2 personnes, je n'ai pas vécu un partage de réciprocité, une connexion où il y a compréhension sans discuter. Je n'ai pas vécu ça et j'aimerais vivre cela. Déjà là, c'est un beau constat que de se dire ça. Ça fait partie de la réflexion philosophique d'identifier ce que nous avons peut-être observé chez certains individus qui ont vécu cette complicité-là
et se dire, ah, je l'ai observé chez certains individus, j'aimerais moi aussi expérimenter cela. Mais on ne sait pas quand cela va se passer et comment nous allons vivre ce que nous souhaitons. Il y a tout le temps une distanciation entre la carte de nos désirs, de nos projets et l'expérimentation même. C'est ce qui va faire dire à Eckhart Tolle pour élargir nous, pour nous décoincer psychiquement, élargir notre conception, ce qui va faire dire à Eckhart Tolle, aimer, c'est aimer, c'est dire oui à des prises de conscience qui vont surgir. Donc, et de façon, je vais reformuler le tout. Bref, lorsque nous sommes en relation amoureuse de quelque acabit, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous prenons conscience. Mais voulons-nous prendre conscience? C'est-à-dire nous éveiller à ce qui surgit dans notre esprit de manière intuitive, élargir notre champ de compréhension. Est-ce que nous voulons cela ou nous voulons plutôt une forme de satisfaction en lien avec nos désirs? Hein? La satisfaction, ce que Schopenhauer appellera le bonheur de premier niveau. Lorsque je satisfais mes désirs, je vis une forme de satisfaction. Voilà le bonheur. Mais attention, la vie n'est pas que satisfaction de nos désirs. La vie, c'est aussi se faire dire non, rencontrer des obstacles. Et ce qui va peut-être faire changer la définition du bonheur chez Schopenhauer en disant je prône plutôt la vision d'un bonheur négatif, c'est-à-dire celui d'éviter les problèmes. Parce que la course à la satisfaction des désirs, c'est intéressant. Mais là, on rentre dans une espèce d'hédonisme où on veut intensifier, maximiser la satisfaction des désirs. Et lorsqu'on frappe un mur, lorsqu'on rencontre un obstacle qui ne va pas dans le sens de la satisfaction de nos désirs, là, on crie au malheur. Mais comme disait Nietzsche, la vie, elle est très vaste. Elle est comme la musique. Et comme il existe plusieurs types de musique, une musique pour danser, une musique pour vivre des sentiments de nostalgie, une musique pour nous enflammer, une musique renversante. La vie, c'est comme la musique et le tout fait partie, toutes les expériences sont de la vie. Donc, et là, quand on vit dans un monde d'unique satisfaction des désirs comme bonheur, on veut éliminer tout ce qui est malheureux, faire table rase là-dessus et se concentrer uniquement vers ce qui nous satisfait. Mais Schopenhauer a bien compris la chose en nous disant que les moments de plaisir sont plus brefs dans la vie que les moments de satisfaction. De plaisir sont plus brefs que les moments de difficulté et de malheur. Donc, il va lui faire adopter une vision du monde qui dit, bon, évitons les problèmes, évitons les malheurs, travaillons là-dessus, on va appeler ça le bonheur négatif. Étant donné que le plaisir ne dure pas longtemps, on va dire que le bonheur est négatif, que c'est très difficile d'être tout le temps heureux. Donc, solution de Schopenhauer, évitons les problèmes. Il se réfugia dans la solitude avec son chien Atma, l'âme du monde. Donc, Schopenhauer, heureux avec son chien, attendant les gens qui l'ont reconnu trop tard dans sa vie après avoir publié Le Monde comme volonté et représentation, arrivant 30 ans en retard,
Schopenhauer les attend avec un fusil, leur disant « Vous êtes arrivés trop tard, vous auriez dû me célébrer avant. Vous avez passé à côté d'un génie. » Et Schopenhauer, finalement, ne fut qu'heureux qu'avec son chien, avec lui-même, et s'étant coupé de toute forme de relation passionnelle, parce que, bon, j'ouvre une petite parenthèse, parce qu'il avait eu des problèmes avec sa propre mère et sa propre sœur. Voilà. Je reviens à mon point, mais Schopenhauer nous propose quelque chose de très intéressant comme bonheur, même s'il se vit seul pour lui. Schopenhauer nous dira l'important, c'est la santé. L'important, et cette santé-là va procurer une forme de gaieté. Donc, occupons-nous d'être actifs, de vaquer à des activités physiques qui nous passionnent, mais cultivons notre esprit et contemplons aussi la beauté de la nature. Donc, même si on est seul, on n'est jamais seul parce que on peut contempler la beauté de la nature, la beauté de l'existence, s'étonner de ce qui est. Mais on peut aussi passer un peu de temps pour soi, pour se recueillir. Même si on a le goût de rencontrer des gens, on peut aussi apprécier d'être en bonne compagnie, c'est-à-dire se rencontrer. Ce qui nous donnera le fameux adage de Socrate, hein? Connais-toi toi-même. Avez-vous pris du temps pour d'abord vous rencontrer, d'apprendre à observer vos schèmes psychologiques, d'apprendre aussi à découvrir ce qui, en vous, vous fait vibrer. Héraclite aura suivi, bien sûr. Écoutez, Héraclite vient avant Socrate, mais Héraclite était dans la même lignée de pensée lorsqu'il déclare « Je me suis cherché moi-même ». Vous êtes-vous cherché vous-même? Et quelquefois, on a besoin, nous dira Platon, d'autrui pour se connaître à travers un dialogue, à travers une rencontre. Nous avons aussi besoin d'autrui. Dans l'Alcibiade de Platon, c'est ça qui est démontré en quelque sorte. Nous avons besoin de la rencontre avec autrui pour apprendre à nous connaître et pour aussi nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls. Même lorsque nous nous sentons seuls, il y a autrui, il y a l'autre, nous dira Lévinas. Lévinas, lorsqu'il dit qu'il y a l'autre, il parle de celui que nous, ou celle que nous ne connaissons pas, qui est à venir sur notre chemin. Il nous dit que l'autre, c'est aussi l'inconnu, c'est aussi Dieu, etc. C'est le grand inconnu. Alors souvent, nous oublions que à travers le thème de la rencontre, posons-nous la question, est-ce que nous nous sommes rencontrés? Est-ce que nous nous sommes posé les questions les plus importantes, à savoir, qui suis-je? Et une autre question qui est importante, suis-je? Et nous avons beau vouloir chercher la présence de quelqu'un pour nous accompagner sur notre chemin, même si nous sommes seuls dans les bois, dans notre baignoire, ou couchés étendus sur notre lit le soir, nous ne sommes pas seuls. Osho a dit « Celui ou celle qui est capable d'être seul, d'apprécier la solitude, est la personne qui est le plus apte à rencontrer l'autre, parce que cette personne-là ne verra pas autrui comme un objet.
mais bien comme un sujet. Un individu qui aussi vit ses angoisses, ses difficultés, ses questionnements, et ça nous amènera à apprécier l'autre comme un être conscient qui est en chemin. Hein, tantôt, Eckhart Tolle, je prenais la citation d'Eckhart Tolle, « Être en amour ou cheminer en amour, c'est d'accepter de faire des prises de conscience qui ne vont pas toujours nous satisfaire. D'observer ses schèmes, ses faiblesses, ses angoisses, ses difficultés, mais tout en poursuivant ce pèlerinage, hein, ce que certains appelleront, en anglais, comme Emerson disait, « the journey ». Donc, nous sommes tous et toutes en cheminement profond au niveau de la conscience. Il se peut que des amitiés se tissent, des amours passionnés se tissent, des amours du type agapé aussi se tissent. Mais ce qui était peut-être à retenir, c'est que est-ce que ces rencontres-là nous aident à nous éveiller, à faire des prises de conscience qui nous rendront plus vivants et vivantes, plus en contact avec la vie qui est vibrante en nous. Parce que quelquefois, hein, à travers nos schèmes, nos habitudes, nous fuyons la vie vibrante parce qu'elle nous fait peur. Krishnamurti, je l'ai noté sur un petit plan que je me suis fait ce matin. Krishnamurti nous pose la question suivante. Quel est le contraire de l'amour? Bonne question. Et il répond, la peur. Oh, je ne m'attendais pas à ça parce que chez Spinoza, le contraire de l'amour, ce n'est pas ça. Hein? Peut-être que je me trompe, peut-être que c'est la même chose. Je me suis peut-être trompé dans les définitions, mais revenons à Krishnamurti. Lorsque nous avons peur d'une situation et que nous nous protégeons contre quelqu'un, je vais me protéger pour m'assurer que mon intégrité physique, psychologique ne sera pas minée. On pense qu'on se protège contre autrui. Et là, il y a un paradoxe. À chaque fois qu'on se protège contre autrui, c'est qu'on sent une menace et on veut simplement ne pas souffrir psychologiquement ou physiquement. Donc, on va se protéger. Nous allons être aux aguets, être stratégiques, etc. Cela présuppose une peur de souffrir. Les guerriers savent quelque chose d'intéressant. Ils vont se battre, ils acceptent qu'ils ont peur de l'échec, de perdre, d'être vaincus. La peur fait partie de la vie. Mais les guerriers vont cultiver, vont se rendre compte que la vulnérabilité, s'ouvrir à une forme, être vulnérable, justement, j'espère que je vais bien formuler parce que je l'avais énoncé dans mon livre « La puissance de l'instant ». Justement, c'est ça. Le guerrier ou la guerrière est ainsi parce que cette personne-là, elle est consciente de la peur, puis elle est consciente aussi qu'elle est vulnérable, qu'elle peut périr, qu'elle peut perdre. Et c'est pour cela qu'elle est un guerrier ou une guerrière par essence. Elle est consciente. Donc, nous, dans la vie, on peut s'inspirer un peu de ça en se disant, certes, je veux préserver mon intégrité physique et psychologique, mais est-ce que j'ai toujours à me défendre et à me battre
contre tout ce que je rencontre sur mon chemin? Est-ce que je dois nourrir la peur? Parce que la peur est quand même liée à la pensée. Hein, si on répète « j'ai peur d'être attaqué », « j'ai peur d'être battu », « j'ai peur de l'échec », on nourrit cette peur-là et on répète cette pensée-là. On répète surtout le mot « échec », « être vaincu », etc. Et pour Krishnamurti, la peur nous réfugie, nous pousse à nous réfugier dans la pensée. Et la pensée est liée à la mémoire, au déjà connu. Hein, souvent, nous allons rencontrer quelqu'un et nous voulons régler un problème avec cette personne-là. Nous établissons un plan de match, les thèmes que nous allons discuter avec la personne, et tout d'un coup, nous arrivons face à face avec la personne, et tout d'un coup, tout notre plan de match s'estompe. Il n'y a que l'instant présent, le ressenti dans la présence. Et là, c'est ce qu'on appelle la vie vibrante. Et les intuitions vont surgir, vont nous guider. Nous allons prendre conscience à travers ces intuitions qui surgissent. Et toute notre préparation ne servira plus à rien. C'est paradoxal, hein? Nous voulons régler au problème, nous nous préparons, prenons des notes, etc. Arrivons sur le terrain, la situation change. Celui avec lequel ou laquelle on est en conflit est toujours notre ami. On le ressent. Alors, et ça, c'est peut-être justement ce que Krishnamurti va appeler l'amour, qui se vit à travers l'écoute et l'attention à ce qui est. C'est aussi s'aimer que de dire « je me sens plus bien dans cette relation » ou « je me sens plus bien dans ce lieu en ce moment. Je crois que je vais retourner à la maison me reposer. » C'est aussi de l'amour que d'être à l'écoute. C'est aussi de l'amour peut-être de se dire j'ai le goût d'un renouveau et je suis ouvert au renouveau et de l'énoncer. C'est ça un peu la vie avec un grand V, c'est qu'elle est surprenante. Et Krishnamurti l'appellera la rencontre avec l'inconnu, ou se situer au-delà du connu, au-delà de la pensée figée, etc. Et d'aller au-delà de toutes nos préconceptions, d'aller vers ce qui est vibrant, vivant, même si cela paraît fou. J'ai déjà entendu des gens me dire « Je suis trop vieux pour m'entraîner ». Et là, on s'accroche à la vieillesse. Je suis trop vieux pour aimer. Certes, on peut abandonner certaines pratiques parce qu'on n'a pas le goût, on n'a plus le goût. Mais se déclarer trop vieux, déclarer que j'aurais dû jadis aller étudier, bien, on peut le faire ici maintenant. Commencer ici maintenant. Et ça, c'est d'être à l'écoute de la vibration, de ce qui veut vivre en nous. Et jadis, une psychologue m'avait posé la question. J'ai toujours retenu ce qu'elle m'a dit. À quoi te sens-tu interpellé ici maintenant? Qu'est-ce qui te fait vibrer ici maintenant dans ta vie? Et peut-être troisièmement, à quoi te sens-tu appelé? Est-ce qu'on serait capable de vivre à partir de ce fond-là qui est un petit peu indéterminé, qui peut nous surprendre à chaque instant? Parce qu'on a toujours des plans. On a les plans de la veille pour le matin qui s'en vient. Et là, le matin, tout change.
C'est beau les rituels, c'est beau la discipline, mais quelquefois la discipline se fait déstabiliser. Et c'est bien ainsi. Comme moi, avant, je donne toujours les webinaires à jeun. Avec, j'ai bu 1 ou 2 thés, etc. Mais ça pourrait changer. Ce n'est pas, je ne vais pas inscrire ça dans une pratique, un rituel qui va aller jusqu'à la fin de mes jours. J'ai mon libraire qui veut vivre jusqu'à 100 ans. C'est son objectif. Il est dans la durée. J'espère qu'au moins il savoure son ici et maintenant au niveau de la verticale du monde et que ce n'est pas simplement d'atteindre le 100 ans qui le motive. Ça nous rappellera, même Épicure nous parle dans la lettre à Ménécée. Il nous dit, ce n'est pas la durée qui est importante. Ce n'est pas la vie riche qui est importante. C'est la vie avec une certaine qualité, une vie agréable où on peut se réjouir, apprécier. Et là, ça nous mène à un point de définition. Aimer, c'est apprécier, nous dira André Comte-Sponville, ce que nous sommes, ce que nous aimons et ce que nous avons. C'est ça un petit peu le bonheur, l'appréciation, ce qui nous a plutôt un peu échappé. Nous sommes des fois pris dans le quantitatif, accumuler des objets, la réalisation d'objectifs, mais on n'apprécie plus ce qui est. Et là, je reviens à Nietzsche lorsqu'il dit, attention, ce qui est, c'est vaste, là. La tristesse en fait partie. Si on vit bien la tristesse lorsqu'elle apparaît, lorsqu'on écoute un film, visionne un film, lorsqu'on écoute une chanson, elle va réveiller des émotions en nous. On peut les accueillir et vibrer avec. Quelquefois, on peut aussi se rendre compte qu'on aimerait que ça ne soit pas là. C'est aussi être conscient. On aimerait aussi que ça cesse. Mais vous savez, les émotions, hein, ça va et ça revient. Et la vie, c'est un peu comme ça. On va y aller maintenant avec quelques questions, commentaires. Vous pouvez lever votre petite main en bas de l'écran. Là, il y a comme une... Merci tout le monde d'être présent et présente. Je vais faire un petit tour pour remercier... remerciements à Ève, Carole, Yolande, Lynn, à Mme Pasqualetto, Maryse, Marie, Anaïs, Brigitte, Sylvie, Carole, Monique, Louise qui est présente, salutations à Louise, Jean-Sébastien, Claire, Sylvie, peut-être Richard, je ne sais pas si Richard est disparu, et Pauline. Est-ce qu'il y aurait des questions, des petits commentaires? J'étais un peu enflammé, je me laissais porter là, par... je vous écoute. Ah, on a Marie qui veut nous parler. On t'écoute, Marie. Dans ce que tu dis, j'entends deux choses. Le travail sur soi, l'écoute de soi, le chemin personnel qui est très important. Ça, je l'entends très fort. Mais est-ce que est-ce qu'on n'est pas ensemble pour faire quelque chose ensemble là? Est-ce que c'est notre pas notre mission, mais notre vocation, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le but dans la vie, c'est s'écouter, c'est comme nous as expliqué là pendant 1 heure, c'est se chercher, s'écouter, se comprendre, savoir vraiment qui on est, où on veut aller, etc. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dimension collective, enfin, sociétale, qui nous rend heureux aussi, qui doit être, parce que comme tu l'as dit, on est un ensemble. Donc voilà. Merci Marie. Ce que je retiens, je vais passer la parole après à Richard. Ce que je retiens de ce que tu dis, Marie, en effet, je n'ai peut-être pas assez insisté, si je ne m'abuse, sur la notion de rencontre, mais au niveau humain, c'est à chaque instant, lorsque nous croisons
où nous rencontrons des gens, c'est de se rendre compte, c'est de les considérer comme des êtres humains faisant partie du tout. Donc, chaque rencontre est importante, peu importe qui on rencontre sur notre chemin, puis peu importe le degré, la profondeur de la relation. Et ça nous ramène à certaines éthiques qui ont été développées, qui s'appellent l'éthique du souci, ou en anglais, l'éthique du care. Donc, peu importe qui nous rencontrons, voyons l'individu comme un être conscient, mais même si chacun chemine à des degrés différents. Et Lévinas emploiera la notion de visage. Hein. On ne peut pas... Chaque visage il y a un être humain qui est unique à découvrir sur le chemin. Et je pense que moi, je suis plutôt dans l'approche inspirée de la vision indienne. C'est dans les situations du quotidien, en lien avec notre environnement, c'est là que se tissent les relations et se cultive justement l'éthique du care. Donc, présence, souci, attention, intérêt, écoute d'autrui. Et cela, après, va se transposer à la fois avec les animaux, l'environnement, tout ce qui nous entoure. Fait que voilà ma réponse à Marie. Là, j'ai Richard qui a une question et ensuite Pauline. Donc, Richard, je t'écoute. Commentaire, question. On m'entend? Oui, Richard, super. OK. Bon, c'était surtout faire mentionner une petite anecdote. Tantôt, juste avant, je regardais une vidéo où quelqu'un affichait une pancarte où c'était écrit le mot révolution, mais écrit d'une façon spéciale. Le mot révolution commence par la lettre R. Ensuite, il y a les lettres E, V, O, L et la suite du mot. Alors, les lettres E, V, O, L étaient inversées. L-O-V-E. Oh! Love. Bon, alors ça indiquait, bon, l'amour est dans la révolution, ou la révolution implique l'amour. Tantôt au début, au tout début, tu as posé la question, qu'est-ce que vous ressentez face à une rencontre? Quelque chose dans le genre. Et moi, ce qui me vient spontanément, c'était de dire la peur et l'inquiétude. Ce qui est le contraire d'après, je suis plutôt Krishnamurti, ouais. de l'amour. Donc, pour que cette inquiétude-là devienne de l'amour, ça prend une révolution. Bon, très bon, Richard. Et là, très, très bon, très belle réflexion. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et Jean Rivet me demandait tantôt, Mathieu, vas-tu nous citer du Jimi Hendrix? Toi qui, dans ton Facebook Live hier, tu citais Jimi Hendrix concernant l'amour. Donc, on va y aller avec deux petites citations de Jimi Hendrix qui vont compléter ce que dit Richard. Jimi Hendrix déclare dans la vingtaine, quand on aura compris que la vraie révolution passe par l'amour et non pas par le pouvoir, on pourra peut-être espérer à goûter à une certaine paix entre êtres humains. Et Richard touche un point. C'est pas toujours facile, quelquefois, de quitter la sphère de l'inquiétude, de la peur, hein, à rentrer ou à établir une rencontre. C'est tout le temps un peu inquiétant parce que c'est de l'ordre de l'inconnu. On ne sait pas ce qui va ressurgir en nous et dans la relation, et on a aussi peur d'un certain rejet. Donc, une autre citation de Jimi Hendrix sur l'amour hier que j'avais employée, Hendrix se demande, et c'est intéressant, on pourrait se poser la propre question. Hendrix se posait la question dans une chanson, est-ce que c'est de l'amour que je vis ou de la confusion? Hein? C'est intéressant parce que ça nous pousse à nous questionner à savoir qu'est-ce que l'amour pour nous, qu'est-ce que l'amour en général? Et Spinoza dira à quel type d'amour
quel type d'amour avez-vous... à quel type d'amour avez-vous décidé de vous consacrer? Il dira à quel type d'amour, à quel type d'objet d'amour. Et là, quand on parle d'objet d'amour, on veut sous-entendre ce que nous pouvons aimer. Merci, Richard. Je vais passer la parole à Pauline qu'on écoute maintenant. Juste ouvrir ton petit micro. Bien, moi, je suis un petit peu... ce que tu voulais te parler, c'est plutôt... je regardais dans le sens de l'amitié entre hommes et femmes. Avec tout ce qu'on a vécu puis ce qu'on vit, quand on vit toute seule, bien, ce contact humain-là nous manque. Et c'est dommage, c'est difficile de... Moi, j'ai l'impression d'essayer de m'ouvrir, mais c'est quand même difficile de trouver quelqu'un pour vouloir vivre une vraie amitié. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce que tu as parlé tout à l'heure de l'âge. Oui. Et je ne sais pas si c'est à cause que l'âge peut rentrer en ligne de compte, mais je trouve que ça manque à plusieurs femmes de vouloir vivre une belle amitié avec quelqu'un du sexe opposé. Parce que quand on parle avec une autre personne, c'est différent, on a une autre perception, on peut s'élargir beaucoup plus davantage qu'être juste entre c'est mon opinion. C'est vrai, c'est pas toujours, merci Pauline, c'est pas toujours facile que de vivre l'amitié entre sexes opposés, absolument, parce qu'il y a toujours les désirs chez chacun et chacune sont différents. Certains ont des objectifs différents, veulent développer la relation peut-être à un autre niveau. Il y a souvent des déceptions, mais ce que je peux dire par rapport à rencontrer le seul, je ne vais pas appeler ça un truc, mais pour rencontrer des gens, il y a une chose que je pourrais dire, c'est d'aller, je vais répondre à la question en deux volets. Premièrement, pour rencontrer des individus et partager, même si on est à un âge plus avancé, je ne suggère qu'une chose, d'aller vers nos passions. Exemple, vous aimez le cinéma, vous pouvez aller à un club de partage, un club de lecture. Il y a des clubs de lecture, de partage, de discussion autour de films. Il faut toujours aller à des événements qui nous interpellent profondément d'abord. Et là, on va rencontrer d'autres êtres humains qui sont aussi interpellés par les thèmes qui nous interpellent. Fait on va d'abord nourrir un intérêt qui est fort en nous. Et là, après, nous allons partager avec autrui. Ça, c'est ma première réponse. C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai vécu 15 ans avant de me rapprocher de mon fils. Maintenant, je suis à Deux-Montagnes. Et j'ai adoré à Montréal, justement, des activités comme ça. J'appelais ça, moi, mes amis à la carte. J'avais des ateliers que je prenais dans les musées. D'autres, c'était pour marcher. D'autres, c'était pour... peut-être à cause de l'âge là qu'on vient à un certain temps, quand tu es en résidence ou dans une place, c'est plus difficile là, de trouver des amis. C'est plus difficile, mais des amis à la carte. Ouais, merci, Pauline. Juste fermer ton micro pour mes deux prochaines interventions. Je vais te dire quelque chose de très important. Il y a un autre élément, un autre principe que je respecte énormément, à part celui d'aller vers des activités liées à des groupes d'intérêt qui nous passionnent. Deuxième chose super importante, sortir de chez soi pour aller vers. C'est ça, aller à la rencontre. On ne peut pas dire, je vais attendre que tout arrive à moi dans la vie. Écoutez, hier, je n'avais pas envie de voir grand personne, je n'avais pas envie de rendez-vous, quoi que ce soit. Je suis sorti de chez moi, je suis allé chez mon libraire, au cinéma, manger. Et là, j'ai fait de belles rencontres avec des êtres humains, mais sans rentrer en relation plus profonde. Mais sortir de chez soi, ne pas attendre, simplement aller faire une promenade dans le quartier va nous permettre de quitter une forme d'isolement. C'est à nous à être actifs, il y a ça. Et pour répondre à ton troisième point,
Mon troisième principe qui est le suivant, lorsque je discute avec des individus, j'ouvre mon champ de perspective. Admettons que je veux développer une relation amoureuse avec quelqu'un ou amicale, au lieu de simplement de me concentrer sur mes intérêts, je m'ouvre à la discussion. Je reste ouvert parce que je peux faire plein de prises de conscience, plein d'apprentissage. Je vous donne un exemple. Je vais rencontrer un ami l'autre fois et on n'a pas parlé beaucoup des sujets qui m'intéressent, mais moi, je me suis intéressé à ces sujets. On a parlé, écoutez, on a parlé de chimie, des métaux, on a parlé de son emploi comme pompier. J'ai vraiment appris et moi, j'ai fait beaucoup de prises de conscience. Certes, l'amitié est déjà installée, mais quand on rencontre de nouvelles personnes, on va y aller avec une part de mystère. Je ne sais pas dans quelle est la direction que va prendre cet échange, ce dialogue. Restons ouverts. J'ai rencontré à un moment donné, je faisais un petit peu de rencontres via des applications Internet pour rencontrer une copine, etc. Et finalement, la fille que j'ai rencontrée, on s'est rendu compte qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre après 2 rencontres. Et cette personne-là est devenue une partenaire pour produire mes livres. Elle est devenue mon infographiste. Je dis mon, c'est pas, je la possède pas, mais une personne avec qui j'ai un échange, etc. Et je suis resté ouvert à la forme que pourrait prendre le type de relation. Restons ouverts, restons à l'écoute pour pouvoir apprendre d'un être humain et découvrir un être humain au lieu d'être tout le temps orienté dans une vision très localisée de la satisfaction de nos désirs. Mais restons aussi à l'écoute de nos désirs profonds. Donc, il y a un paradoxe dans tout cela. Est-ce que j'avais d'autres questions? Je vois Richard réagir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires suite à cette rencontre? Ne vous gênez pas. Je veux quand même en profiter pour remercier Jean Rivet. On est rendu à 3 webinaires. Et sachez que toutes les personnes, que vous soyez en France ou au Québec, vous allez recevoir par courriel justement, cet enregistrement-là, vous allez pouvoir réécouter, qui va se retrouver sur la page de voxpopuli.tv. Toutes les rencontres conférences, si vous voulez vous nourrir votre esprit, il y a plein de rencontres conférences sur la chaîne YouTube voxpopuli.tv, dont nos rencontres vont se retrouver là. Et dans votre boîte courriel également pour une réécoute, vous pouvez le partager à des amis, etc. Réécoutez le tout. Je voulais juste dire quelque chose.